Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Oliver et ici on parle d'éducation et d'investissement financier. Comme je l'ai indiqué dans la dernière vidéo, j'ai terminé ma licence en éco-gestion à travers une mobilité à l'international au 6e semestre. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à la visionner. Dans cette vidéo, on va garder le même concept, c'est-à-dire je vais faire un bilan de cette licence. Je vais vous présenter les prérequis, le contenu et les débouchés de la formation. Je vais faire une petite comparaison avec les écoles de commerce. Je vais vous présenter les différentes possibilités pour se former à l'entrepreneuriat. Et enfin, je vais vous donner mes conseils pour toute personne qui aimerait intégrer cette licence. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une licence en éco-gestion? Comme son nom l'indique, il s'agit d'une licence comprenant deux domaines spécifiques, l'économie et la gestion. Il existe des licences spécialisées en économie et des licences spécialisées en gestion. Donc c'est pas pour rien qu'on a rassemblé ces deux domaines-là, c'est pour permettre aux étudiants d'avoir des compétences transversales dans les deux domaines, pour avoir une meilleure compréhension de l'entreprise en elle-même et du marché qui l'entoure. Mais d'où viennent les étudiants en licence d'éco-gestion? D'après les statistiques, on a environ 50% des étudiants en licence d'éco-gestion qui viennent d'une filière S ou alors spécialisation mathématiques, physique, SVT, 40% qui viennent d'une filière économie sociale, ES, et le reste des pourcentages revient au STMG et aux filières technologiques. Mais comment expliquer cette répartition? C'est tout simplement au niveau des bagages théoriques que chaque filière a pu accumuler, c'est-à-dire que les personnes en S ont dû apprendre beaucoup plus de choses par rapport à leur programme et cela est reconnu et valorisé par ceux qui sélectionnent les étudiants. Donc on peut voir que les personnes en S ont plus de chances de réussir leur licence en éco-gestion que les personnes en ES et ces derniers ont plus de chances que les filières technologiques ou encore STMG. J'ai eu l'occasion d'être parrain de 4 étudiants venant d'une filière STMG. J'ai donc dû les accompagner pour faire face à leurs difficultés et j'ai pu en apprendre davantage sur cette filière et les différences qui existent finalement au niveau de la compréhension globale des difficultés selon la filière d'où l'on vient. Pour la filière S, ils sont vraiment avantagés en maths. Je dirais qu'ils ont peut-être un semestre, voire 2 semestres d'avance, c'est-à-dire qu'il s'agit juste de revoir ces notions de base. Cependant, ils ont très peu de bases en économie, très peu de bases en gestion et très peu de bases en droit. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais en première année, on est dans un portail commun. En tout cas, c'était mon cas à Lyon 2. Et l'intitulé de la licence était licence en éco-gestion droit. Pour la filière ES, on a une assez bonne base en maths, très bonne base en économie, assez bonne base en gestion et très peu de base en droit, sauf si on l'a choisi en spécialité. Pour la filière STMG par exemple, ils ont très peu de bases en maths, de bonnes bases en économie, de très bonnes bases en gestion et de bonnes bases en droit. Cependant, ce sont les bases en mathématiques qui sont les plus importantes pour réussir sa licence. Je vais maintenant essayer de vous présenter d'une manière différente les principes et contenus de cette formation, c'est-à-dire pour une personne qui n'a pas intégré cette filière et qui est curieuse de savoir qu'est-ce qu'on y apprend, ou encore une personne qui aimerait connaître les différentes connaissances et compétences qu'une personne en éco-gestion sont censée avoir. La première chose à savoir est qu'on est généraliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialisation. On essaie de comprendre le fonctionnement global d'une entreprise, d'une économie nationale, de l'économie internationale. Si l'on doit définir rapidement ce que c'est l'économie, on pourrait dire que c'est l'analyse des choix, de l'allocation des ressources au niveau individuel et collectif. En ce qui concerne la gestion, c'est vraiment une base théorique sur le fonctionnement global de l'entreprise, sur les différentes composantes et donc spécialisations qui existent, et enfin les différentes méthodes à connaître en tant que gestionnaire. Alors je vais faire une petite parenthèse. Personnellement, je voulais intégrer une licence pure gestion, c'est-à-dire sans économie. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé à Lyon, donc j'ai dû intégrer cette licence en éco-gestion. 3 ans après, je ne suis vraiment pas déçu. Je pense que cette formation est adaptée pour un entrepreneur parce qu'on nous forme à comprendre tout ce qui se passe dans une entreprise, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et l'influence de l'environnement sur les stratégies et les résultats de l'entreprise.
Alors, j'ai fait une liste des différentes matières qui n'est pas vraiment exhaustive, mais qui vous donne des différentes matières qu'on peut aborder dans une licence en éco-gestion. Alors, pour l'économie, d'abord une introduction en macroéconomie et en microéconomie. Donc, pour faire simple, la microéconomie, c'est l'analyse des choix individuels et la macroéconomie, c'est une agrégation, c'est l'analyse des choix collectifs. Après cette introduction, il faut savoir que chaque année, on a des cours de microéconomie et de macroéconomie. Donc, par exemple, pour la macro, on a macroéconomie financière, macroéconomie monétaire et macroéconomie dynamique. Pour la microéconomie, après l'introduction, on a une deuxième fois la même matière, donc l'intitulé, ça reste microéconomie. Et en troisième année, on a eu marché concurrentiel. Ensuite, on a eu d'autres matières qui étaient un peu en relation avec l'économie, comme la comptabilité nationale ou encore l'histoire économique ou l'histoire du capitalisme, si vous voulez. Alors pour la gestion, on a eu une matière d'introduction à la gestion qui était vraiment super dense. On a des cours sur la finance d'entreprise, sur la comptabilité et même dans comptabilité de gestion, marketing stratégique et opérationnel, gestion des ressources humaines, diagnostic financier, stratégie d'entreprise, management des organisations. Ça, c'est un peu l'histoire, mais version gestion, système d'information et entrepreneuriat. Enfin, on a une matière que je dirais transversale. On a mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion et statistiques et probabilité. Comme son nom l'indique, c'est à la fois des mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion. Et même chose pour les statistiques, on peut l'utiliser en économétrie, mais également en management stratégique. Donc voilà, c'est les différentes matières. Franchement, je trouve c'est assez complet. Il y a d'autres spécialisations à faire qui sont réservées bien sûr au master, mais pour une licence, on aborde tous les thèmes principaux et toutes les matières indispensables pour nous assurer un certain bagage théorique. Parlons maintenant des différents parcours possibles et des différentes spécialisations. On rentre tous dans un tronc commun nommé licence éco-gestion droit, en tout cas à Lyon 2. En deuxième année, on peut déjà commencer notre spécialisation. Comme on a eu l'occasion de voir les différentes matières de chaque domaine, on peut voir à peu près qu'est-ce qui nous correspond. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est ce qui rend cette licence si difficile, en tout cas la première année, c'est-à-dire qu'on nous donne des matières complètement différentes dans des domaines différents. Ça nous permet de choisir certes, mais c'est très généraliste et il y a moins de liens entre chaque matière, ce qui fait qu'on doit apprendre beaucoup plus de choses lors de la première année. Ça peut être contre-intuitif, mais personnellement je pense qu'au fur et à mesure des années et donc de ta spécialisation, ça devient de plus en plus facile d'avoir de meilleures notes parce qu'on part de concepts qu'on connaît déjà, qu'on essaie juste d'approfondir. Arrivé en deuxième année, on a le choix entre 3 spécialisations, soit on reste en éco-gestion, soit on part en AES, soit on part en droit, uniquement droit. Enfin, lors de la troisième année, pour le parcours éco-gestion en tout cas, on a encore 3 spécialisations possibles. Une spécialisation en gestion. À Lyon 2, le diplôme se nomme diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises. Ou alors on peut partir en finance avec une licence BFR qui est vraiment réputée à Lyon 2. Et enfin, on peut rester sur le cursus général qui est l'éco-gestion. Donc pour ma part, j'ai choisi éco-gestion première année, éco-gestion deuxième année, éco-gestion troisième année. Alors personnellement, je voulais me spécialiser en gestion. Malheureusement, d'après les responsables, je devais choisir entre rentrer dans cette licence spécialisée ou faire ma mobilité à l'international et rester dans la licence en éco-gestion. J'ai fait mon choix et j'ai dû abandonner cette licence. Si je peux faire une comparaison rapide avec les écoles de commerce, alors il faut savoir de base que j'ai une relation assez particulière avec les écoles de commerce et leur système en général. C'est-à-dire que j'ai intégré une prépa ECE en arrivant en France, que j'ai quitté peu de temps après, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et j'ai également intégré donc une école de commerce durant mon séjour d'échange au Canada. En une phrase, on fait presque la même chose. C'est-à-dire que le contenu est le même. Par exemple, dans un article de l'étudiant que je vous mets ici, il est écrit que le niveau de maths en licence 2 est très proche de celui des classes préparatoires aux grandes écoles. Alors c'est vrai qu'il y a quelques matières en plus, les profs sont peut-être plus expérimentés, mais en tout cas dans mon cas particulier, j'ai du mal à accorder énormément de valeur, en tout cas pour son prix, aux écoles de commerce. Alors comme je l'ai indiqué, je viens d'une licence en éco-gestion de l'Université Lumière Lyon 2 et il faut savoir qu'il est possible d'effectuer une mobilité à l'international durant la troisième année, soit 1 ou 2 semestres. Là je m'adresse aux lycéens. Cette possibilité de voyager à l'étranger va influencer le choix de l'université que vous voulez intégrer. Pour le cas de Lyon 2, qui est tout de même une grande université avec plus de 28 000 étudiants, il faut savoir qu'elle a une reconnaissance internationale au niveau de ses
partenaire d'échange. C'est comme ça que j'ai terminé ici, à Québec, dans une école de commerce, où j'aurais dû payer plus de 20 000 € l'année. Alors maintenant, vous commencez à me connaître. J'ai toujours voulu entreprendre. Pour moi, une licence en entrepreneuriat, c'était l'idéal. J'ai donc essayé durant ces 3 années de rechercher des formations pour essayer de réaliser mon projet professionnel. Et là, on peut en retirer une leçon. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous intégrez une licence qui est un peu différente de votre projet que vous ne pouvez pas creuser à côté les formations que vous pouvez suivre, l'expérience que vous pouvez acquérir. Bref, vous avez quand même du temps, donc profitez-en pour avancer petit à petit, pour investir chaque jour, et au bout de 3 ans, ça peut faire la différence. Donc maintenant, je vais parler des différents programmes qui existent pour se former en entrepreneuriat. Il faut savoir déjà que chaque année, il y a au moins un cours d'entrepreneuriat. Par exemple, la première année, c'était une présentation globale de ce que c'était l'entrepreneuriat. La deuxième année, on a effectué un jeu d'entreprise, c'est-à-dire qu'on se mettait en équipe avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément pour prendre des décisions stratégiques par rapport à une entreprise. C'était une compétition et on essayait d'être premier selon des critères qu'on avait spécifiés au début. Donc par exemple, l'entreprise qui arrive à avoir la meilleure rentabilité se voit attribuer des points. L'entreprise qui répond au mieux aux besoins des clients, qu'on évalue à travers la satisfaction, ou encore le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, on était classé par équipe et on avait une présentation derrière pour expliquer nos choix stratégiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes actions devaient prendre en compte les actions des différents acteurs qui existent, comme dans la vie réelle. Donc franchement, c'était très réaliste. J'ai appris énormément de choses. En fait, tu avais de l'argent disponible et tu pouvais investir sur des études de marché. Cependant, j'étais super radin, j'ai pas du tout investi, donc j'ai pas lu de documents. Alors que dans ces documents-là, finalement, j'ai acheté à la fin une fois qu'on a perdu. J'ai vu que toutes les informations étaient présentes et j'aurais pu prendre de meilleures décisions. Donc ça m'a appris énormément de choses. Même si c'était théorique, même si c'était sur ordinateur, j'ai pu en retirer un maximum de valeur pour moi et pour réaliser mes projets futurs. 3e année, c'est obligatoire pour toutes les personnes en licence 3 Éco-G de participer à une compétition interuniversitaire nommée Campus Création. Il s'agit de simuler la création d'une nouvelle entreprise en équipe. On part de rien et on essaie de présenter à la fin un business plan d'une 20aine voire 30aine de pages sur un projet en particulier. C'est ce qu'on fait également en école de commerce et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les facs de gestion, peut-être pas d'économie, mais peut-être aussi en marketing, enfin tous les domaines dans la gestion. On avait la possibilité de soit rester avec des étudiants en éco-gestion de notre fac, soit d'aller chercher d'autres collaborateurs en participant à des ateliers pour rencontrer des personnes dans d'autres domaines. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo à ce sujet que je vais publier dans quelques semaines. À part ces différents cours en première, deuxième et 3e année, on a toujours la possibilité de demander un diplôme spécifique dédié à l'entrepreneuriat qui est nommé diplôme d'étudiant entrepreneur ou le D2E. Personnellement, je voulais donc me former à l'entrepreneuriat durant ma 2e année. J'ai dû choisir entre ce diplôme et cette fameuse compétition universitaire. J'ai passé cette compétition 2 fois, 2 années consécutives. Avec ce diplôme, tu as la possibilité de voir ton emploi du temps arrangé pour pouvoir réellement monter ton projet. La seule difficulté, c'est que quand tu es un étudiant étranger, tes papiers sont un peu plus compliqués que si tu avais la nationalité française par exemple. Donc je ne l'ai pas encore fait. Personnellement, si je reviens à Lyon, je compte vraiment le faire pour mon master. Alors, quelles sont les principales difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est dans une licence, notamment en éco-gestion? On est tous d'accord, c'est assez théorique. C'est également assez hétérogène dans le sens où, dans les différentes matières, chaque étudiant a un niveau très différent. C'est-à-dire que les matières ne sont pas forcément très reliées entre elles. Tu peux être très fort dans une des matières et pas fort du tout dans l'autre. C'est-à-dire que tu devras bien compenser ton temps pour essayer d'avoir un niveau globalement bien. Parce qu'on connaît tous, si on a par exemple 13 de moyenne dans plusieurs matières et finalement qu'on a 7 de moyenne dans une matière, ça nous plombe notre moyenne générale et on peut se retrouver à 12 voire à 11,5 de moyenne, ce qui est frustrant. Donc voilà, c'est hétérogène, il faut le prendre en compte. Ensuite, en éco-gestion, il faut dire que les maths, il y en a partout, presque dans toutes les matières. Par exemple, pour le semestre 5, et là aussi je fais une parenthèse, il faut savoir que si vous allez intégrer une licence, si vous voulez postuler à un master plus tard, on va vous évaluer sur ce 5e semestre uniquement, pas sur votre 3e année globalement, mais seulement
sur ce semestre-là. Donc ne vous dites pas, je vais rattraper au semestre 6 avant de candidater. Non, vos notes n'arriveront pas à temps avant les candidatures, donc sachez-le et donnez-vous à fond sur ce 5e semestre. Pour mon cas particulier, je le savais. Personnellement, déjà, je m'étais préparé un mois en avance, c'est-à-dire que j'ai réussi à me procurer tous les cours parce que voilà, dans le groupe où j'étais, ils avaient des contacts des personnes de l'année dernière. J'ai eu tous les cours, j'ai tout imprimé, j'ai tout lu. J'ai essayé de comprendre un maximum avant tout le monde. Pendant que les autres étaient en vacances, moi j'étais là en train d'étudier. Bon, pas tout le temps non plus parce que je travaillais à côté, mais quand j'avais du temps libre, j'essayais déjà de lire tout ce que je pouvais lire avant. Donc durant ce fameux semestre, le plus important de ma licence, je me suis donné à fond et il y avait des matières, presque des maths partout. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage lorsqu'on est bon en maths parce que du coup on a une très belle moyenne générale. Par exemple, j'ai un ami, je vais pas le nommer, mais c'est sûrement le premier de la promotion. Il a fini avec 17,4 de moyenne parce qu'il est très fort en maths. Donc il dépassait largement toute la promotion et il a fini avec des notes extraordinaires. Personnellement en maths, j'avais quelques difficultés. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez hétérogène. Donc moi personnellement, imaginez bien 40 heures par semaine pour des statistiques inférentielles lors de la 3e année. 40 heures par semaine, c'est des mois de SMIC que j'ai passé sur cette matière. Et encore, ma pire moyenne durant ce semestre, c'est en stats pour vous dire. D'ailleurs, j'étais un peu dégoûté parce que je pensais maîtriser, mais tous les détails comptent. Lorsque vous avez faux à une question, pratiquement presque tout l'exercice est faux. Donc voilà, c'était une matière difficile, je m'étais préparé, j'ai tout donné, mais les résultats étaient là. J'étais un peu déçu, mais globalement, je suis vraiment satisfait de ce 5e semestre. Je me suis un peu étalé, mais pour les difficultés, on peut dire que l'organisation est très importante. C'est-à-dire qu'il faut un minimum d'organisation pour réussir sa licence. C'est pas forcément intuitif pour tout le monde, mais si c'est pas le cas, il est nécessaire de se former. Enfin, gestion du temps, comme je l'ai indiqué, savoir quand il faut aller en cours, quand il faut aller en TD. Personnellement, j'ai eu un débat entre moi et moi-même, si je devais aller en cours en CM ou pas. Là, je donne mon conseil, pas forcément obligé d'aller en CM si tu apprends beaucoup plus vite seul, si tu apprends mieux seul. C'est-à-dire qu'on connaît tous ce professeur qui arrive à nous embrouiller lorsqu'on sort de son cours. C'est-à-dire qu'on avait mieux compris la matière en entrant qu'en sortant. Si le prof se limite également à lire son diapo, moi je sors, plus aucun respect. Non, je sais, c'est pas respectueux, je reste durant la séance, mais je reviens plus. Il faut rester pragmatique, il faut voir ce qui vous fait avancer. Si le professeur n'apporte pas assez de valeur pour que vous assistiez à son cours et que ce n'est pas obligatoire, alors gardez votre temps précieux et travaillez à la bibliothèque ou avec vos amis. Bref, vous pouvez réussir une matière sans forcément aller tout le temps au CM. Après, c'est spécifique, ça dépend des profs. Certains font exprès, par exemple, de donner toutes les réponses de l'examen durant les CM, juste pour obliger les élèves à venir. Durant la 3e année, on a même eu une menace d'une professeure, comme quoi on allait tout rater notre examen si on ne venait pas à ce cours. Bref, eux aussi commencent à mettre en place certaines techniques. Mais bon, dans tous les cas, soyez pragmatiques et vous aurez plus de chances de réussir. J'aimerais partager avec vous une petite anecdote, c'est-à-dire que j'étais un peu perdu. C'était en 2e année, il y avait des matières que j'aimais énormément et d'autres pas du tout, notamment la microéconomie, que je trouve vraiment trop théorique. Et donc j'entame une discussion avec ma cousine. Je lui dis cette matière, je le sens pas du tout, ça me fait pas avancer dans la vie, je perds carrément mon temps, je devrais me lancer, bref, vous connaissez le discours. Et elle me dit, Oliver, ton objectif global, c'est quoi? C'est de valider la licence. T'as fait tellement de sacrifices pour ça, c'est pas une matière qui va t'empêcher de réaliser tes rêves. T'es pas obligé d'adorer la matière, personne t'oblige à le faire. Mais quelque part, elle me disait d'être un bon joueur. Et c'est l'un de mes conseils. Finalement, j'étais un bon joueur. Ce que j'ai fait, j'ai pris tout le TD, une 20aine de pages, une 30aine de pages pour l'examen final. J'ai recopié, j'ai appris par cœur juste les modèles. Je comprenais pas vraiment tout ce qu'il y avait derrière, mais c'était beaucoup de maths. J'ai pris les questions, j'ai pris les réponses et j'ai commencé à refaire juste pour apprendre par cœur. J'ai fini avec 15, j'étais super content. Alors que cette matière, clairement, elle faisait peur à presque tous les étudiants. Pour ajouter aussi que la professeure, la première fois qu'elle nous explique ce que c'est la microéconomie,
Elle nous dit déjà de base en maths vous êtes nul, on rajoute avec ça l'économie et cette combinaison nous donne 6 de moyenne pour la promotion de l'année dernière. Franchement, la meilleure méthode pour motiver les personnes. Parce que moi, de base, je suis motivé, mais en l'entendant, j'étais KO. Je voulais même plus faire l'effort de continuer. Donc finalement, la leçon à tirer, c'est qu'il faut dépasser ce stade-là. Et il faut garder en tête son objectif final et les différents sacrifices qu'on a déjà fait avant. Et là, on peut être rationnel. Certes, cette matière est difficile, mais si je la néglige, ça risque d'impacter gravement ma moyenne générale et donc l'atteinte de mes projets professionnels. Je pense que c'est une méthode aussi pour rester motivé sur une matière qu'on n'aime pas vraiment. Pour faire face à ces différentes difficultés, je vais vous proposer quelques conseils. Déjà, trouvez votre propre méthode. Ça prend du temps et je connais pas mal de personnes, dont moi, qui n'ont pas trouvé au bout de la première, voire la deuxième année, leur méthode. Donc en gros, ils testaient au hasard, ils n'étaient pas vraiment organisés, ils faisaient tout au dernier moment. Et je pense qu'à long terme, on finit toujours par être débordé, par tout faire à la dernière minute et finalement, on n'arrive pas à présenter un travail qui aurait pu être de qualité si on avait planifié notre temps. Donc le conseil, c'est d'arrêter de courir finalement, de se poser, prendre le temps de planifier son emploi du temps, planifier son organisation, prendre le temps de se connaître soi-même. Par exemple, durant quels horaires est-ce que je suis vraiment effectif, j'arrive vraiment à comprendre, est-ce que c'est plus le matin ou le soir, quelle est la méthode qui me correspond le plus selon mon profil, je dirais, essayer de se connaître soi-même et élaborer une stratégie pour les prochains jours, pour les prochains mois, pour les prochaines années même. En effet, n'oubliez pas que lorsque vous arrivez sur une copie blanche lors d'un examen, la case où vous pouvez indiquer le nombre d'heures de préparation pour cet examen n'existe pas. En d'autres termes, on aurait tous eu des notes vraiment différentes si cette case existait. C'est-à-dire que le professeur devait juste voir si on avait passé assez de temps sur la matière pour nous donner une bonne note. Mais le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas qu'on passe énormément de temps sur une matière qu'on va réussir cette matière. Ce n'est pas le temps qu'on accorde à nos études qui est le plus important. La façon dont nous utilisons ce temps. C'est les personnes les mieux organisées qui ont les meilleures notes, pas forcément ceux qui travaillent le plus. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. C'est un peu plus long que d'habitude parce que j'ai essayé de placer quelques anecdotes, quelques conseils pour vous permettre vous aussi de réussir si vous intégrez cette licence ou n'importe quelle autre licence. Aujourd'hui, je vous ai présenté les différentes étapes à suivre pour être un bon joueur. Bref, je vais profiter des différents thèmes que je vais essayer d'aborder pour donner des conseils tirés de mon expérience pour améliorer vos résultats académiques. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu, commentez et partagez. Ça peut aider la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.